Défi, dialogue sur l'enfance, la famille et l'intervention sociale, est un balado de vulgarisation scientifique portant sur les défis et enjeux d'actualité concernant les jeunes et les familles. L'épisode que vous écouterez aujourd'hui est le dernier d'une série de 3 portant sur les travaux de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Cette commission, communément appelée Commission Laurent du nom de sa présidente, Mme Régine Laurent, a été mise sur pied le 30 avril 2019 à la suite du décès d'une fillette de 7 ans qui a été maltraitée dans son milieu familial à Granby. Cette tragédie a soulevé des inquiétudes majeures au sein de la population, notamment ce qui a trait au système de protection de la jeunesse, mais aussi au soutien offert aux jeunes et aux familles en situation de vulnérabilité. Les travaux de cette commission visaient alors, et encore au moment de cette rencontre, à entreprendre une réflexion en profondeur sur la protection de la jeunesse et la loi qui l'encadre, la loi sur la protection de la jeunesse, de même que sur le rôle des tribunaux, des services sociaux et des différents acteurs concernés. Cette série audio, intitulée « Défis et enjeux de protection », a été réalisée entre la diffusion des premiers constats de cette commission en novembre 2020 et le dépôt du rapport final au printemps 2021. Les premiers constats de cette commission révèlent, entre autres, l'importance de mieux reconnaître et soutenir les familles d'accueil. Les invités que vous entendrez aujourd'hui poursuivent des travaux sur ce thème, interviennent auprès des familles d'accueil et où sont ou ont été elles-mêmes familles d'accueil. Doris Châteauneuf, Geneviève Rioux, Muriel Chélan, bonjour. 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 Je vous remercie d'être là. Je vais d'abord vous laisser vous présenter. Doris Châteauneuf, je suis chercheure d'établissement au Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles, qui est un centre de recherche affilié au CIUS de la capitale nationale. Et je suis aussi professeure associée à l'École de services social et criminologie de l'Université Laval. Geneviève Rioux, présidente provinciale de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec depuis 5 ans maintenant. Mais mon rôle le plus important, là, c'est depuis 16 ans où je suis famille d'accueil et présentement, là, j'ai 7 enfants confiés à moi. Moi, c'est Muriel Chélan, je suis agente de relations humaines à l'application des mesures. J'interviens depuis 15 ans là, au niveau de la protection de la jeunesse, mais depuis les 6 dernières années, j'interviens auprès uniquement d'enfants placés en famille d'accueil en utilisant l'approche SOCAN. J'ai aussi, dans mon bagage d'expérience, j'ai été famille d'accueil pendant environ 5 ans. Premièrement, auprès d'une cliente et ensuite, j'ai poursuivi là, comme famille d'accueil régulière. Dites-nous, comment se fait le choix d'un milieu d'accueil? Premièrement, il faut savoir qu'un placement, c'est vraiment en dernier recours. Face à une situation où on doit envisager un placement, le milieu proche de l'enfant, donc les tiers significatifs, sont toujours envisagés, soit les oncles, les tantes, les grands-parents, les proches de l'enfant, pour que ce soit le milieu le plus normalisant pour cet enfant-là qui vit une étape majeure dans sa vie. Si ces alternatives-là ne sont pas possibles, bien là, on présente une demande au service de jumelage-pairage du centre jeunesse et on présente un portrait de l'enfant, de ses besoins, de sa dynamique, de ses apprentissages, de sa routine de vie. Et le service de jumelage-pairage tente de trouver une ressource de type famille d'accueil qui va le mieux possible répondre à ses besoins. On a mené au cours des 3 dernières années un projet de recherche auprès de 40 intervenants sociaux dans 3 régions du Québec pour voir un peu justement c'est quoi les procédures, c'est quoi les facteurs qui sont pris en compte par les intervenants pour décider de milieu d'accueil. Donc, on avait dégagé dans cette étude-là 3 principaux facteurs qui étaient les caractéristiques des enfants, les caractéristiques des parents d'origine, l'historique familial, le profil de la famille d'accueil aussi. Puis, il y avait d'autres types de facteurs peut-être plus législatifs qui étaient les facteurs liés à la loi de la protection de la jeunesse, puis des facteurs administratifs là, comme la disponibilité des ressources ou la distance géographique entre la famille d'accueil et la famille d'origine. Ce qu'on faisait comme constat, c'est qu'il y a des considérations cliniques en lien avec la situation de l'enfant et ses besoins qui sont pris en compte, mais des considérations qui sont un peu aussi à la merci de certaines contraintes administratives et législatives. On dégageait aussi 2 considérations transversales, donc 2 préoccupations qui étaient présentes tout au long du processus décisionnel pour le choix du milieu d'accueil. C'était le projet de vie de l'enfant et la recherche de permanence. Donc, souvent, les intervenants nous disaient qu'ils devaient faire le pronostic de retour de l'enfant dans sa famille, voir un peu à moyen, long terme, qu'est-ce qu'on envisage pour cet enfant-là, puis que c'est quelque chose qui pouvait être déterminant là, sur le choix du milieu d'accueil. Donc, par exemple, un enfant très jeune qui a des frères et sœurs qui sont déjà placés, l'intervenant va peut-être favoriser une banque mixte.
dans d'autres circonstances où on ne connaît pas l'historique familial, où le parent a des bonnes chances de se reprendre en main et qu'on vise un placement temporaire, peut-être qu'on va privilégier davantage une famille d'accueil régulière. Justement, pouvez-vous nous décrire sommairement les principaux types de familles d'accueil qu'on retrouve au Québec? On a au Québec 3 principaux types de familles d'accueil. Les familles d'accueil régulières, en fait, qui vont accueillir jusqu'à 9 enfants, qui accueillent des enfants aussi qui ont des profils très variés en termes d'âge, en termes de problématiques, en termes de durée de placement, donc des placements qui sont parfois à court terme, parfois à long terme. C'est des familles qui reçoivent généralement des enfants qui présentent des profils là, un peu plus complexes et plus lourds aussi que les enfants qui sont placés dans les autres types de familles d'accueil. On a ensuite les familles d'accueil de proximité. C'est un type de famille qui a été aussi nommé antérieurement les confiés à ou les tiers significatifs. Souvent, c'est des familles qui vont accueillir un enfant particulier. C'est souvent des membres de la famille élargie, oncles, tantes, grands-parents, mais ça peut être aussi un tiers non apparenté. C'est des familles qui accueillent des enfants qui présentent souvent moins de problématiques au niveau de la santé mentale et qui ont aussi connu moins de placements antérieurs. Les familles d'accueil de proximité, c'est souvent des familles qui ont peu d'expérience comme famille d'accueil, étant donné qu'elles sont ciblées habituellement pour un enfant. On constate depuis 2007 là, qu'il y a une augmentation du recours aux familles d'accueil de proximité. Au Québec, c'est près d'un enfant sur 3 qui est placé en famille d'accueil de proximité. Troisième type de famille d'accueil, les familles d'accueil banque mixte. Donc, on parle ici de familles d'accueil à vocation adoptive, donc des familles qui accueillent là, généralement des très jeunes enfants, entre 0 et 5 ans, mais plus principalement 0-2 ans. On parle ici d'enfants qui sont à haut risque d'abandon, donc qui s'inscrivent dans une perspective d'adoption, malgré le fait qu'au moment du placement, il n'y a pas de certitude que l'enfant va être adopté. Là encore, c'est des familles souvent qui vont accueillir un nombre peut-être moins élevé d'enfants, à moins que ce soit une fratrie, mais souvent, ça va être un enfant là, à la fois. Et sur le plan administratif, c'est des familles, là, tant que l'ordonnance en vue d'adoption n'est pas prononcée, les familles d'accueil banque mixte sont considérées sur le plan administratif là, comme des familles d'accueil régulières. On sait que les familles d'accueil sont le type de milieu le plus utilisé lorsqu'un enfant doit être retiré de son milieu familial. Au Québec, plus de 9 000 jeunes sont placés en famille d'accueil, soit près de 40 % de tous les enfants placés. Madame Rioux, vous êtes présidente de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec et famille d'accueil vous-même. Madame Chélan, vous intervenez auprès de familles d'accueil et avez été famille d'accueil aussi. Qu'est-ce que ça signifie concrètement être famille d'accueil? C'est tout un défi d'être famille d'accueil. C'est une implication pas d'une personne, c'est une implication de l'ensemble, l'entourage, mes frères, mes parents, mes enfants. C'est une implication qui est très demandante. Et ça, c'est merveilleux comme c'est un défi. Une amie famille d'accueil qui utilisait le terme, c'est comme des grands brûlés quand ils arrivent. Vous savez, un grand brûlé, on n'ira pas y faire des câlins. On voudrait donc leur donner l'amour, on voudrait les cajoler, on voudrait... Mais c'est pas les besoins qu'ils ont. Quand ils arrivent, ils ont un besoin de sécurité. C'est une implication complète, profonde, qui demande un savoir-faire, un savoir-être qui doit être développé, qui doit être accompagné. Pour ma part, je dirais que c'est une des plus belles et une des plus grandes expériences que j'ai vécues dans ma vie. C'est d'accueillir des enfants qui ont vécu plein de traumas dans leur passé, qui arrivent avec leur bagage, avec leur histoire. C'est de leur offrir un environnement le plus chaleureux possible, mais le plus familial possible, sans être sa famille d'origine. C'est de prendre une place de parent en acceptant qu'il y a d'autres parents qui sont présents aussi, qui ont leurs propres valeurs, leur propre façon de faire. C'est vraiment d'offrir un milieu le plus normalisant possible, d'accueillir l'enfant dans son vécu aussi. Quand j'entends des grands brûlés, effectivement, c'est des enfants qui ont une apparence des plus normales la plupart du temps, mais qui, au niveau de leur façon de réagir, de leur façon de recevoir ce qu'on leur offre, qui est complètement en dehors de la norme. C'est des enfants qui peuvent parfois provoquer le rejet, qui peuvent parfois être très présents ou très envahissants, mais c'est des enfants qui ont des grands besoins à tous les niveaux d'accompagnement dans le quotidien, au niveau scolaire, au niveau relationnel, au niveau affectif. Puis, à travers tout ça, ils vivent tout le processus en lien avec leurs parents d'origine. Donc, souvent, ils vivent des étapes de deuil, des étapes de rupture, beaucoup de pertes, beaucoup de colère. C'est vraiment d'être disponible, d'être présent pour eux. En même temps, c'est des liens aussi pour la vie. Malgré que je ne suis plus famille d'accueil depuis plusieurs années, là, ma plus vieille a 27 ans. C'est la fête aujourd'hui d'une de mes filles. C'est pour moi, mes enfants pour toujours. C'est autant pour ma famille élargie
que pour eux, c'est des liens à long terme. Pouvez-vous nous dire brièvement comment les intervenants travaillent avec les enfants placés en famille d'accueil et les principaux enjeux qu'ils rencontrent au quotidien? L'intervention du DPJ vise principalement à mettre fin à la situation de compromission. Fait que notre intervention est généralement très ciblée sur les parents. On les accompagne pour mettre fin à la situation de compromission. Quand il y a un placement d'un enfant, il y a un élément qui s'ajoute, qui est s'assurer du bon développement de l'enfant puis de la réponse à ses besoins. En début de placement, là, à l'intérieur du premier mois de placement, on fait une classification pour identifier c'est quoi les besoins de l'enfant, c'est quoi les attentes comme intervenant pour la famille d'accueil. C'est un peu comme un plan d'intervention pour la famille d'accueil pour répondre aux besoins de l'enfant. En parallèle, on fait, oui, le cheminement auprès du parent, on clarifie les projets de vie des enfants, savoir s'il y aura un retour possible ou pas. Et s'il n'y a pas de retour possible, bien, c'est vraiment de s'assurer de l'enracinement de l'enfant dans son milieu de vie, de s'assurer que la famille d'accueil est ouverte à l'accueillir à long terme, de mettre les choses en place pour leur permettre que ce soit le plus facilitant possible. Tout ça se fait par des rencontres avec l'enfant. Ça se fait aussi avec des rencontres avec la famille d'accueil, avec les parents d'origine. Parfois, on supervise aussi des contacts parents-enfants. Il arrive à l'occasion que les familles d'accueil doivent en superviser aussi, généralement plus téléphonique. C'est sûr qu'il faut concilier dans la charge de travail qu'on a l'arrimage là, au niveau des rapports, au niveau du judiciaire, en parallèle de travailler auprès du parent et d'accompagner au plus là, possible la famille d'accueil. En gros, c'est les défis qui sont présentés dans l'intervention au quotidien. Madame Rioux, vous avez témoigné à la Commission Laurent et avez d'entrée de jeu abordé le sujet du manque de formation. De quelle formation devraient absolument bénéficier les familles d'accueil au Québec selon vous? C'est certain que la formation continue chez les ressources, c'est essentiel. Présentement, c'est toujours en avant, c'est toujours plus tard, c'est toujours une fois accrédité, l'enfant arrivé, une fois. Lors de l'évaluation d'une ressource, la ressource lève la main et dit « Je désire devenir famille d'accueil » et la signature de l'entente, il peut se passer parfois jusqu'à 1 an, 1 an et demi. Ce temps-là, pourquoi qu'on ne le prend pas pour les former, les ressources? Vous savez, ça peut aller sur le trouble d'attachement, le trouble d'opposition, c'est dans le truc et astuce. On n'a pas besoin de comprendre que c'est le petit bout dans le cerveau qui fait telle affaire. Si on veut avoir un diplôme plus tard, c'est intéressant. Mais nous, au quotidien, ce qu'on a besoin, c'est l'enfant, il grimpe dans le rideau continuellement. Ça fait 4 fois que je le change, le rideau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les contacts physiques aussi? Parce qu'on a toute la réalité du faut pas toucher, faut pas blesser, faut pas ci, faut pas ça. On a une réalité de famille avec des exigences de professionnels. Mais au-delà de ça, il y a tout le côté qui est légal aussi. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut mettre des photos sur Facebook? Qu'est-ce que ça veut dire un plan de vie, un projet de vie? Il suffit pas de donner des trucs et astuces sur le trouble d'opposition. C'est aussi dans quoi qu'on s'embarque. Pourquoi là, les contacts, ça se passe vraiment pas bien puis on les augmente? En tant que ressource, on vient mal. Peut-être que si on prenait le temps de nous expliquer c'est où qu'on va, c'est quoi la gestion du dossier, ces choses-là. Pour nous, de ce côté-là, c'est très important, mais surtout, on croit que lors de l'évaluation, il devrait avoir des étapes, des cafés-rencontres, des moments avant même d'avoir signé le contrat. La future ressource va être en meilleure conscience de dans quoi qu'elle s'embarque. Un enfant, quand ça arrive, là, go, on le prend dans ses bras, on le cajole. Non, on prend le temps, l'accueil, quel type d'accueil qui serait privilégié. Et vous savez, moi, j'ai un coco qui est arrivé un jour, c'est le temps du bain, je l'embarque dans le bain. La propulsion qu'il a pris pour sortir du bain pour un enfant de 2 ans et demi, c'était assez surprenant. Personne ne pouvait me dire qu'il y avait eu des problématiques dans le passé au niveau du bain. Il ne faut pas qu'une nouvelle ressource se retrouve dans une situation à 7-8 heures le soir, dans une salle de bain, avec un nouveau coco qui explose. Puis en même temps, ben, on ne le sait pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il y a quelque chose à faire dans les premiers mois, dans le temps d'évaluation, dans l'accompagnement, pour qu'une ressource comprenne bien le rôle. Actuellement, sur le terrain, là, quand on signe le contrat, ça vient dans certains établissements, d'autres, on ne l'a même pas. Là, mais avec un beau cartable, là, annexe 1, annexe 2, annexe 3, et là, c'est toutes les procédures, code d'éthique, procédure de remboursement, procédure de ci, de ça.
En plus, quand on les évalue, heureusement, malheureusement, ben on signe le contrat un matin, il y a un coco qui rentre après-midi. Je vous le dis, là, vous et moi, en tout cas, on n'a pas le temps de le lire, ce cartable-là. Pour nous, la formation devrait être un investissement sur du long terme, mais dès la première levée de la main d'une personne qui dit « Moi, je veux devenir famille d'accueil ». Effectivement, le support aux familles d'accueil, c'est à améliorer. Puis dans les dernières années, j'ai vu une diminution aussi là, par la disparition des éducateurs ressources, du moins à Québec, par le changement de mandat là, des intervenants au contrôle qualité. Avant, c'était des intervenants ressources qui étaient là en support clinique. Puis les familles d'accueil en ont besoin, à la limite même d'un service d'urgence qui aurait besoin ou pouvoir appeler « Ah, qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? » C'est des questions ou des situations nouvelles au quotidien que vivent les familles d'accueil. Peu importe la formation, l'expérience, il y a toujours une situation. Moi, j'ai des familles d'accueil qui m'appellent, qui disent « Mais là, ça fait 25 ans que je fais ça, j'ai jamais vu ça. » Donc, c'est un peu une boîte à surprise parce que c'est des enfants qui ont vécu hors normes, donc qui ont parfois des comportements qui sont hors normes. Pour nous, en tant que partenaire, en tant que personne à qui on nous confie la vie d'un enfant. Là, on arrive chez moi, des fois à 9 heures le soir, avec un coco dans les bras. Voici, Madame Rioux, on a confiance en vous pour bien vous en occuper, mais je ne peux pas vous dire pourquoi il est là. L'enjeu est que si j'avais su pour petit coco le bain, mais au lieu de faire vivre un trauma la première journée qui arrive chez moi, j'aurais peut-être skippé le bain, puis j'aurais été aux lingettes la première journée. Tu sais, vu que c'était déjà une grosse journée pour lui d'arriver, on se dit, ben, on attendra demain. Là, on va y aller par étapes. Il y a vraiment un omerta sur la confidentialité, sur les informations. Il faut arrêter de croire que quand je pose une question, c'est par curiosité. C'est pour aider l'enfant, c'est pour soutenir l'enfant dans ses démarches. C'est certain, c'est une de nos grandes recommandations. Pour nous, il faut qu'au niveau de la loi de la protection de la jeunesse, il y ait une clarification au niveau de la confidentialité et qu'on comprenne bien que les familles d'accueil ont besoin de savoir, de comprendre certaines choses pour bien ajuster on parlait de formation, il n'y a rien qui nous prépare. Si on avait un minimum d'informations, ça l'aiderait. On parle formation, mais l'information est nécessaire. Puis nous, ce qu'on parle aussi, c'est que dans le avant de devenir famille d'accueil, si la fédération a été invitée dans des rencontres avec les postulants, ou que, vous savez, moi, je ne veux pas faire peur aux gens, là. Il y a des matins, là, à 8 heures, là, si on aurait commencé l'entrevue, je vous aurais dit, être famille d'accueil, oubliez ça tout le monde, sauvez-vous, c'est non, reculez, vite, vite, vite. Mais ce soir ou hier soir, quand je faisais ma petite lecture avec mes 10 cocos autour de moi, c'était merveilleux. 45 minutes dans ma journée, là, qu'il n'y a pas eu d'astination, il n'y a pas eu d'arrachage de rideau, il n'y a pas eu d'un téléfectif, pas eu de... Tous des enfants bien. Avec la maman d'accueil bien. Alors là, si on aurait fait le balado hier soir, je vous aurais dit, hey, devenez toute famille d'accueil, venez dans mon salon voir comment c'est merveilleux. C'est ça, une famille d'accueil, que je pense que les gens ont besoin de l'entendre, ça. Ils ont besoin de se faire dire que ce ne sera pas facile, puis ils ont besoin de se faire dire mais il y a des moyens pour que ça le devienne. Et une des choses qu'on essaie de mettre en place, mais qui est très, très difficile, c'est un système de partenaires. Une famille d'accueil, ça fait 16 ans que je suis famille d'accueil. Une ressource m'appellerait, « Hey Geneviève, ils vont me placer un coco ce soir, là. Il arrive vers 7 heures. C'est-tu correct si je t'appelle en soirée si j'ai des questions? » Ben oui, c'est bien correct. Je vais être disponible, je vais traîner mon téléphone avec moi, et appelle-moi s'il y a une urgence, s'il y a quelque chose. On les a, les gens d'expérience autour de nous, mais il faut pouvoir créer des liens. Actuellement, le principe de confidentialité met énormément de bâtons dans les roues. La ressource qui va m'appeler pour me dire « Coco, là, il fait telle chose. » Je n'ai pas besoin de savoir son nom. J'ai pas besoin de savoir c'est les parents de qui, c'est les enfants. J'ai juste besoin de savoir « Coco, là, qu'est-ce qu'il fait actuellement? » Mais gars, moi, j'essaierai telle chose. Les mots « assurer une stabilité dans la vie des enfants » et « éviter des déplacements » ont souvent été prononcés par des chercheurs, des gestionnaires, des intervenants et même de jeunes ex-placés aux audiences de la commission Laurent. Qu'est-ce que ça veut dire simplement en quelques phrases et pourquoi est-ce si important?
Dans le fond, les enfants ont besoin de stabilité pour être en mesure de bien se développer. Un enfant qui alterne entre le placement, le déplacement ou les incertitudes au niveau de son projet de vie, il développe différentes difficultés ou différents problèmes, soit qu'il peut se sentir responsable de la situation, qui peut avoir de l'incompréhension, qui peut provoquer le rejet. Parfois, on l'observe beaucoup en famille d'accueil, particulièrement. C'est des enfants qui ont de la difficulté à s'attacher ou faire confiance en l'adulte et qui peuvent même développer des symptômes dépressifs ou des idées suicidaires. Les enfants ont besoin de savoir à quoi s'en tenir et ils ont besoin d'avoir concrètement, c'est quoi la situation, puis combien de temps ça va durer. Quand ils savent à quoi s'en tenir, quand ils savent que, OK, on peut atterrir, je peux me laisser déposer, c'est là que je vais être pour une longue période. Et là, ils se permettent de se développer. On voit même là, physiquement là, des enfants qui, quand ils ne savent pas à quoi s'en tenir, on dirait qu'ils restent petits, même physiquement, puis qu'on les voit vraiment se développer, prendre du coffre, des résultats académiques plus grands. Quand ils savent à quoi s'en tenir, puis qu'ils sont enracinés, qu'on leur permet ou qu'on leur nomme que, OK, tu as la possibilité d'atterrir dans ce milieu-là. Ils sont beaucoup plus disponibles à tous les apprentissages là, et à se développer. Il y a plusieurs études qui ont démontré que les déplacements et l'instabilité de placement a des effets négatifs et délétères aussi chez les enfants. À plusieurs niveaux. En fait, un enfant qui connaît de multiples déplacements va être plus sujet à présenter un profil d'attachement complexe, va avoir plus de difficultés aussi à créer, entretenir des relations de confiance avec des figures parentales. Ce qui a été ciblé ou nommé, c'est le fait que les changements de milieu d'accueil vécus par l'enfant vont diminuer finalement sa capacité d'engagement auprès de sa nouvelle famille, puis vont contribuer à augmenter les risques qu'il soit déplacé à nouveau. À plusieurs niveaux, c'est souvent une roue qui tourne. Là. Le déplacement entraîne des problématiques qui elles-mêmes entraînent souvent le redéplacement de l'enfant. Ce qui a été noté aussi dans les études, c'est que le lien entre l'instabilité de placement puis l'apparition de diverses difficultés, surtout au niveau des problèmes de comportement et de santé mentale. Par exemple, l'instabilité va contribuer au développement de troubles de comportement. Et plus un enfant va être déplacé, bien, plus il serait à risque de développer des problèmes de comportement ou de santé mentale. Les impacts de l'instabilité ont été aussi notés au niveau des difficultés d'apprentissage, au niveau de l'adaptation scolaire, des enfants aussi qui vont être plus sujets à avoir des problèmes de consommation, d'abus de substances, des études longitudinales aussi qui ont démontré là, que les enfants qui ont vécu de l'instabilité sont plus à risque aussi de délinquance, de criminalité. C'est un peu une roue qui tourne. Un enfant qui vit un déplacement fait augmenter le risque de replacement, puis parallèlement les risques là, de développer des problématiques. Quand on parle de déplacement et d'instabilité, c'est pas juste un déplacement d'une famille d'accueil à une autre ou d'une famille d'accueil à un centre de réadaptation, mais c'est aussi les situations où un enfant est retourné dans sa famille, il y a réunification familiale, puis l'enfant finalement est replacé. C'est sûr que ça a des impacts importants parce que souvent, la ressource familiale dans laquelle il était initialement est plus disponible, les places sont complètes, fait qu'on est obligé de le placer dans une autre ressource. Fait que c'est toutes ces situations-là qu'on rentre dans la catégorie d'instabilité. Toute la question de la stabilité de placement, c'est un sujet qui peut peut-être aussi être nuancé dans le sens où un déplacement n'est pas automatiquement ou ne devrait pas automatiquement être considéré négatif. Il y a quand même des situations, je comprends que les intervenants vont hésiter beaucoup à déplacer un enfant, mais il y a quand même des situations où ça va mener à des effets positifs ou à une plus grande stabilité, à une meilleure perspective de permanence, ou un déplacement qui va venir là, simplement améliorer la situation de l'enfant. On peut penser, par exemple, un enfant qui est dans une famille d'accueil régulière, qu'on va déplacer dans une famille banque mixte avec une perspective d'adoption puis de plus grande permanence du projet de vie, ou un jeune qui est en centre de réadaptation, qui fonctionne bien, puis qu'on va décider de placer en famille d'accueil, qui est un milieu plus normalisant que le centre de réadaptation. Fait que, tant en intervention qu'en recherche, je pense que c'est important d'avoir cette réflexion-là. C'est vrai que les déplacements ont des effets négatifs, mais il faut aussi penser que dans certains cas, ça peut être bénéfique pour l'enfant à moyen ou long terme. Il y a une pénurie de familles d'accueil au Québec. Pour quelles raisons, selon vous, il faudrait faire pour attirer de nouvelles familles d'accueil ou à tout le moins ne pas perdre celles qui assument déjà ce précieux rôle dans le réseau? Il y a plusieurs explications qui amènent la pénurie présentement. On ne se le cachera pas, être famille d'accueil, c'est difficile. Ça demande beaucoup de capacité d'adaptation. Ça demande d'avoir une vie sous la loupe d'un établissement. Notre maison n'est plus notre maison. Nos
méthodes éducatives ne sont plus nos méthodes éducatives. C'est quelque chose qui demande un soutien, qui demande un accompagnement, ce qui n'existe plus maintenant depuis surtout 2012, je vous dirais, là, avec la signature des ententes collectives ou que la LRR est arrivée officiellement. Quand je suis devenue famille d'accueil, il y avait une intervenante ressources qui, elle, connaissait mon milieu. Quand une intervenante avait à placer un enfant, bien, elle appelait l'intervenant ressources, exemple 0,5 ans, puis elle disait, bien, j'ai un petit coco, 3 ans, pas facile, il y a des problèmes de telle chose. L'intervenante ressources connaissait son parc de ressources. Elle savait que, dans le trouble d'attachement, Mme Rioux a démontré qu'elle avait une belle capacité. Mais malheureusement, elle a un grand, ça pourrait rentrer en conflit. Tu sais, elle connaissait nos milieux, elle savait pas personnellement, on prenait un café quand elle venait, mais c'était pour prendre le temps de bien connaître mon milieu. C'était pas pour me gérer, c'était vraiment prendre le temps de connaître que quand elle avait un pairage à faire, ça passait par madame, qui avait une connaissance de OK, elle, oui, il y a un nouveau qui vient juste d'arriver, on va attendre une couple de jours. Là, actuellement, on se ramasse qu'il n'y a plus de ressources. Il faut que ça devienne aussi un plan annuel. On ne devrait pas être, on manque de ressources en 0,5 ans, on va se dépêcher, on va en accréditer là. Non, annuellement, il devrait avoir un plan d'évaluation, un plan de recrutement qui est fait en collaboration avec la fédération, qu'on soit présent. Nous, de notre côté, on fait des campagnes. Eux, de leur côté, font des campagnes. Si on était les deux en partenariat, là, que ça irait déjà mieux. Mais ça, c'est toutes des choses qu'on ne veut pas intégrer la fédération. On ne veut pas intégrer d'autres ressources parce qu'ils sont avant la signature. C'est pas une signature qui va changer l'implication que ça demande. Il y a toute cette nature-là, cette façon de voir le recrutement. On n'est pas dans l'armée, hein? C'est facile le recrutement dans l'armée. Ben quoi qu'ils me diraient non eux-mêmes, là, c'est plus clair dans quoi qu'on s'embarque. Mais là, actuellement, on doit s'adapter à ce rôle qui est, je vous le dis, merveilleux, mais tellement particulier qu'on doit travailler le recrutement, l'ajuster. Puis il y a tout un travail au niveau de la reconnaissance, au niveau du soutien offert aux ressources. Parce que la grande erreur qui a été faite et qui se poursuit, c'est la loi dit qu'il ne doit pas avoir de lien de subordination. Mais moi, quand je dis subordination, j'entends pas soutien. Un n'est pas nécessairement associé à l'autre. Un plan de soutien en 3 étapes, tu vas devoir faire ça, tes 30 prières, tes ci, tes ça. Ça, c'est de la subordination. Mais offrir un appel 24/7, quelque chose à une ressource pour qu'elle ait de l'aide, ça, c'est être centré sur les besoins d'un enfant. Ce n'est pas en lien salarial ou professionnel avec une ressource. C'est ça qu'il faut démêler. Être centré sur les enfants, moi, je pense que ça va être gagnant. J'ajouterais à ça que dans une société, ça prend, tu sais, moi j'aime l'expression, ça prend un village pour élever un enfant. On a une société dans laquelle on s'est doté d'un service de protection à l'enfance. Les intervenants, on n'est pas en mesure d'offrir tous les services. On a besoin de la communauté, on a besoin des individus, on a besoin de femmes, d'hommes qui disent « Moi, j'ai l'espace physique, mais j'ai aussi l'espace émotif, psychologique d'accueillir ces enfants-là qui ont un vécu difficile. » Ça, c'est sans négliger effectivement la grande perte au niveau de l'accompagnement, du support qu'on a vu dans les dernières années. On a besoin de ça comme société, d'hommes, de femmes qui lèvent la main, qui ouvrent leurs portes, qui laissent entrer dans leur famille ou dans leur maison des enfants qui en ont besoin. Doris Châteauneuf et Geneviève Rioux, vous avez toutes les deux témoigné aux audiences de la Commission Laurent et avez toutes les deux parlé de la LRR. Vous en avez parlé quelques fois déjà aussi en cours d'entrevue. Qu'est-ce que la LRR et pourquoi était-il si important d'aborder ce sujet-là à la Commission? La LRR, en fait, la loi sur la représentation des ressources, en fait, c'est les conditions d'exercice maintenant des familles d'accueil sont négociées dans le cadre d'une convention collective
La LRR va donc faire en sorte que les parents d'accueil peuvent maintenant bénéficier d'avantages sociaux puis de protections qui sont équivalentes aux autres travailleurs autonomes québécois. C'est sûr que la LRR pose des enjeux, différents enjeux. Elle entraîne aussi indirectement peut-être une professionnalisation quand même des familles d'accueil. On leur demande d'être compétentes. C'est un contexte particulier. La LRR, combinée aussi à la reconnaissance des familles d'accueil de proximité qui s'est faite en 2015. On sait que maintenant, une grand-mère, par exemple, qui accueille son petit-fils va avoir le même statut, les mêmes droits et responsabilités qu'une famille d'accueil régulière. Donc, c'est sûr que ça amène quand même certaines questions, certaines réflexions. Sur le plan de la recherche, il n'y a aucune étude scientifique, aucune évaluation qui s'est penchée sur les impacts associés à la LRR au Québec. C'est quand même difficile de détailler ou de parler des impacts de la LRR, en tout cas d'un point de vue scientifique. On sait que c'est une loi qui a eu des impacts importants sur les relations entre les milieux d'accueil et les services en protection de la jeunesse. D'un côté, les familles d'accueil sont mieux protégées, sont maintenant en mesure de se tourner vers leurs associations pour faire défendre leurs droits, mais d'un autre côté, sont quand même beaucoup moins soutenues par les services de protection de l'enfance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la LRR, un intervenant ressources était attitré précisément à la famille d'accueil pour lui offrir du soutien. En fait, c'est une personne qui avait le mandat d'aborder avec le parent d'accueil les difficultés que le parent vivait en lien avec le placement. Donc, les difficultés par rapport à l'enfant, les difficultés vécues aussi dans le rôle parental du parent d'accueil, les difficultés au niveau de la dynamique familiale, les difficultés personnelles. Avec la LRR, en fait, ce que ça a fait, c'est que cet intervenant-là a été remplacé par un intervenant de qualité. Le rôle a été redéfini et c'est plutôt maintenant là, avec un objectif de contrôle de la qualité des services rendus par la famille d'accueil. Donc, on est davantage en présence là, d'une approche axée sur le contrôle que sur le soutien, ce qui est quand même un enjeu majeur là, au niveau des relations. En effet, la LRR demande énormément de précision, demande qu'on vienne travailler là-dedans. Puis, il y a la loi de la protection de la jeunesse, bien sûr, qu'on doit aller travailler, mais il y a des clarifications certaines, puis arrêter de s'en laver les mains en disant la subordination, si on enlève le soutien, on enlève l'accompagnement, on enlève tout. C'était ce qui a créé en grande partie la situation aujourd'hui. J'ajouterais même que ça a amené une incompréhension à tous les niveaux, autant au niveau des familles d'accueil dans le changement des rôles des intervenants qui sont présents, autant au niveau des intervenants maintenant qualité qui étaient ressources avant, qui ont dû s'adapter dans ce nouveau mandat-là, mais aussi au niveau des intervenants des enfants parce que ça a fait un grand changement au niveau de la pratique pour nous. L'attente maintenant, c'est que le support aux familles d'accueil, l'intervention auprès du parent, auprès de l'enfant, se retrouve dans la cour des intervenants de l'enfant. Auparavant, il y avait des intervenants ciblés pour répondre aux besoins de services des familles d'accueil, de support, d'accompagnement, d'écoute, de pouvoir ventiler, ce qu'il n'y a plus maintenant. C'est comme s'il y avait un vide qui avait été créé dans ce changement-là, qui n'a pas été comblé. Je vais poursuivre avec les recommandations que vous avez faites à la commission, Laurent. Pouvez-vous nous expliquer celles qui vous semblent les plus importantes pour mieux soutenir les familles d'accueil, donc mieux répondre aux besoins des enfants placés? On avait 8 recommandations, parce qu'on avait une préoccupation là, au niveau du travail de collaboration, du travail conjoint autour de l'intérêt de l'enfant. Comment arriver à ce que tout le monde travaille ensemble dans l'intérêt de l'enfant puis que ce soit ça la priorité au-delà des intérêts plus spécifiques. On sait que les familles d'accueil rencontrent des défis importants. C'est les familles qui reçoivent les enfants sans doute les plus vulnérables de notre société. C'est essentiel que leur rôle soit valorisé. Il faut aussi que leur point de vue soit entendu puis qu'ils soient considérés, qu'ils soient des parties considérées et consultées dans les décisions qui sont prises relatives à l'enfant. Puis il faut surtout là, que les familles travaillent de concert avec les intervenants de la protection de la jeunesse. Pas normal que les familles d'accueil se sentent surveillées ou contrôlées par les services de protection de la jeunesse. Ça va en fait à l'encontre de la logique même là, d'une réponse optimale aux besoins de l'enfant. Comment arriver à ce que tout le monde travaille conjointement? Il y a l'idée peut-être de mettre en place des mécanismes plus officiels là, pour favoriser la collaboration. On sait que depuis 2017, les parents d'accueil peuvent être convoqués au tribunal pour se faire entendre, là, par exemple, dans une situation où il y a un enjeu autour du placement de l'enfant ou du projet de vie. Est-ce qu'on est capable de trouver d'autres moyens pour favoriser le travail conjoint? Je pense que c'est une réflexion qu'on pourrait avoir autant au niveau de la gestion, de la recherche, de l'intervention, mais aussi pour les représentants d'associations des familles d'accueil.
Je dirais qu'en tant que chercheur, je suis aussi sensible à toute la question du transfert des connaissances. Il y a quand même un développement assez important des connaissances relatives aux problématiques des enfants maltraités et négligés. On pense aux troubles d'attachement, aux problèmes de comportement, tout ce qui est neurodéveloppemental, toute la question des traumas aussi. C'est des thématiques quand même qui sont présentes et qui ont été quand même étudiées assez bien là, dans la littérature. Puis comment on peut faire pour arriver à ce que ces connaissances-là puissent servir aux familles d'accueil, pour leur permettre elles-mêmes de mieux connaître les problématiques de l'enfant, mais aussi pour les outiller dans les interventions à privilégier. Nous, au niveau des recommandations, il y a certainement la communication. Un des enjeux au niveau de la communication, c'est qu'il y a plusieurs paliers avant que l'information se rende à quelqu'un qui est sur le terrain comme une famille d'accueil. Il y a aussi l'adaptation de l'information. Actuellement, ce qui part du ministère, on parle des ressources. On va voir une interprétation au niveau des ressources, mais la jeunesse là-dedans, ça demande une précision, ça va demander un ajustement. Nous, contrairement aux ressources qui reçoivent des adultes, on a la loi de la protection de la jeunesse, on a au niveau des confidentialités, tout ça, il y a des enjeux supplémentaires qui devraient être pris en compte. C'est certain aussi au niveau des recommandations, on a besoin d'un leader. Tantôt, j'en ai parlé, une procédure. On va envoyer un guide d'interprétation d'une procédure. Ça, c'est le ministère qui envoie ça aux établissements. Les établissements doivent à leur tour faire la procédure qui correspond à leur région. Je peux prendre conscience qu'une région va avoir besoin d'adaptation entre la Côte-Nord et Montréal, exemple. Mais entre vous et moi, une procédure sur le contrôle, contention, des choses comme ça, bien, que tu la fasses dans une maison sur la Côte-Nord, que tu la fasses dans une maison à Montréal, c'est pas mal la même affaire. Que nous, ce qu'on recommande, c'est qu'il y ait un chef de file, là, qu'on reprenne le rôle, puis voici aux établissements la procédure que vous devez appliquer. Il faut enlever dans la loi la responsabilité, les droits, les pouvoirs individuels que chaque établissement a. Il y a des choses qu'il faut leur laisser, je suis bien d'accord. Mais par contre, il faut qu'il y ait un chef de file. Il faut qu'il y ait quelqu'un en haut, un capitaine de bateau, qui va dire, moi, là, le gré à gré, moi, le partenariat, c'est comme ça qu'on veut le voir, que vous allez l'appliquer comme ça. Muriel Chélan, si vous aviez eu à présenter aux audiences, quelles recommandations vous auriez fait? J'ai beaucoup aimé votre question, je m'en suis fait une liste. Premièrement, je réduirais le nombre d'intervenants qui desservent une même famille d'accueil, particulièrement dans des situations où il y a plusieurs placements à majorité, parce que la multiplication des rencontres, c'est sûr que ça alourdit le quotidien des familles d'accueil, parce que le changement de vision d'un intervenant par rapport à un autre, les consignes qui sont apportées aux familles d'accueil, ça l'amène vraiment une lourdeur supplémentaire là, pour les familles. Je mettrais en place un service de réadaptation sur appel, ce qui veut dire que 24 heures sur 24, si une famille d'accueil a besoin de support sur qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire maintenant en fonction de la situation que je vis, je puisse avoir un service de réadaptation. Pas juste psychosocial, mais vraiment dans le quotidien, qu'est-ce que je fais? J'ajouterais au niveau du support aux familles d'accueil, un support clinique destiné uniquement aux familles d'accueil. Donc, un service, comme par le passé, de ressources disponibles, présents, qui peut offrir aussi du service téléphonique là, aux besoins. Par rapport aux formations, je rêve du jour où il y aura un partenariat famille d'accueil intervenant ou formateur pour offrir une formation réellement concrète, applicable, que les familles d'accueil puissent se voir dans leur vécu pour appliquer la théorie. Parce que souvent, les formations sont très théoriques, sont peu appliquées. Les familles d'accueil sont allumées par les concepts, mais dans le quotidien, ne voient pas comment les appliquer. Qu'on puisse jumeler en partenariat une famille d'accueil ou des familles d'accueil d'expérience avec des intervenants ou des chercheurs ou des formateurs dans certains domaines, qui puissent amener une portion, oui, théorique, mais une portion aussi de vécu quotidien. Ça, je pense que ça serait d'un grand support pour les familles d'accueil. De former des groupes de pères aidants. Les informations de base, là, moi, les nouvelles familles d'accueil m'appellent, ils sont complètement démunies. Là, à qui je réfère, qui je dois appeler, qui va me dire si oui ou non, si telle chose va être payée, qu'est-ce que je fais avec le 5 $ par jour? Tous des renseignements
que les intervenants des enfants n'ont pas comme compétence, mais que les familles d'accueil ont donc bien besoin pour alléger leur quotidien, que ça soit clair, que ce soit des réponses rapides, précises à leurs demandes. J'ajoutais aussi d'offrir un service de formation au niveau des projets de vie, mais dès le départ, dès qu'une famille d'accueil ou qu'un humain lève la main pour être famille d'accueil, de vraiment les outiller par rapport à c'est quoi un projet de vie, c'est quoi l'importance d'assurer la stabilité, la durée au niveau du projet de vie, puis de comment on enracine un enfant dans son milieu, dans son entourage, dans sa communauté, mais vraiment dans le concret, pas juste dans la théorie au niveau de l'attachement. D'offrir SOCAN à tous les enfants qui sont placés à majorité en famille d'accueil. Ça permet à l'enfant de réaliser qu'il n'est pas seulement un enfant placé, mais que c'est un enfant qui est digne d'avoir des rêves, d'avoir des passions, de se réaliser, d'être en relation avec d'autres personnes. On travaille au niveau de l'enracinement, de l'identité, de l'autonomie de l'enfant. On dresse vraiment un portrait global. Puis avec la famille d'accueil, qui est le principal acteur entourant l'enfant, c'est vraiment de permettre à cet enfant-là de se développer dans chacune de ces sphères-là. L'accompagnement que je fais principalement, c'est vraiment d'outiller la famille d'accueil, d'offrir des opportunités, parfois d'aller chercher des sous dans les fondations, d'offrir un pont avec l'école, avec les parents naturels, avec parfois c'est de faire un album de vie, parfois c'est différentes formes que ça prend. Tout ça pour répondre ultimement aux besoins de l'enfant. Puis mon mandat parallèle comme intervenante SOCAN, c'est aussi de m'assurer qu'on est dans un projet de vie le plus permanent possible. On accompagne les familles d'accueil, on accompagne l'enfant et le parent naturel pour actualiser, si possible, si la situation le permet, des projets de vie permanents, comme l'adoption de la tutelle. Pour les enfants, là, c'est ce qui leur permet d'avoir des choses spéciales que les autres n'ont pas. Moi, j'ai un jeune qui est allé à Paris jouer au soccer. J'en ai un autre qui est allé à Hawaï en voyage. J'en ai d'autres qui ont une famille complète qui ont été équipés de trottinettes électriques parce qu'ils avaient besoin de recréer un clan familial dans la ressource. J'en ai d'autres qui ont fait des cours d'équitation, qui ont été équipés. Tout est mis en place pour optimiser leur développement puis leur faire voir concrètement qu'on croit en eux, pas juste par des paroles, qu'on a tellement espoir en eux qu'on leur permet de vivre des choses extraordinaires. Je terminerai en disant que les familles d'accueil, autant que les intervenants, puissent avoir un espace commun de partage de leur réalité, de permettre autant aux intervenants qu'aux familles d'accueil des endroits physiques partagés pour communiquer, pour s'exprimer sur le vécu de chacun, sur la réalité de chacun. Je parle des éducateurs, je parle des intervenants, je parle des familles d'accueil, de pouvoir avoir un esprit de communauté, de partenariat réel. La loi avait un beau principe de reconnaissance par rapport aux familles d'accueil, mais dans la réalité, c'est comme si ça l'avait divisé chacun des partenaires. C'est comme si tout le monde s'était placé en opposition ou en guerre par difficulté d'adaptation. De trouver une façon de trouver un pont entre tout le monde, je pense que ça, c'est primordial. Bien, je pense que de façon générale, les attentes sont quand même assez élevées envers la commission Laurent. On a tous plusieurs souhaits par rapport au placement en famille d'accueil. Je me demande si c'est pas l'occasion de mettre de l'avant aussi une vision différente du placement, puis pas voir le placement systématiquement comme une issue négative. On entend souvent l'idée qu'il faut éviter le placement puis tout faire pour garder l'enfant dans sa famille. Puis oui, je suis d'accord, puis je pense que c'est vrai jusqu'à un certain point. Mais il faut aussi savoir puis discuter, je pense, du fait que le placement permet dans certains cas à des enfants puis à des parents aussi de prendre un répit, d'avoir une pause, de travailler certaines problématiques avant de se pouvoir retourner dans la famille puis de se retrouver. Dans une étude qu'on a mise dans le cadre de l'évaluation de la loi, qui était spécifiquement sur la réunification familiale, on a constaté que la plupart des jeunes et des parents qui ont été interrogés avaient une opinion quand même généralement positive puis favorable envers les milieux d'accueil. C'est quelque chose qui est intéressant, qui est rarement discuté. Dans d'autres cas aussi, dans des cas où le placement n'est pas nécessairement suivi d'une réunification familiale, mais qui s'inscrit peut-être davantage dans le long terme. Là, je pense ici au placement à majorité. La famille d'accueil peut permettre à l'enfant de se déposer dans une nouvelle famille, de développer des liens aussi avec des figures parentales stables.
Le placement peut être un deuxième départ pour un enfant qui a des formes sévères de négligence ou de maltraitance. Je me dis, à partir du moment où on entrevoit le placement en famille d'accueil comme une intervention ou comme une mesure qui vise à répondre aux besoins de l'enfant, à améliorer sa situation, parce que c'est ce qu'on vise, ben peut-être qu'on devrait investir cette ressource-là puis s'assurer qu'elle est bien formée, qu'elle est bien soutenue et qu'elle travaille en fonction là, de l'intérêt de l'enfant, qu'on arrive à cet objectif-là final. On verra ce qui va suivre finalement au niveau de la commission. Je vous remercie beaucoup, toutes les trois. Vous écoutiez Défi, le balado du CRUGEF. Défi, disponible sur YouTube, Anchor, Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Et sur le site web du CRUGEF dans notre section Médiathèque.